Mesdames et messieurs, bonjour. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche la Pentecôte qui symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres au Bénin. Cette journée converge habituellement avec la fête identitaire de Novitia à Grand Popo. Mais cette année, c'est une journée à connotation particulière et elle restera désormais gravée dans les annales politiques du Bénin puisque le président de la République élu en avril dernier est officiellement entré dans ses attributs de chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et premier magistrat de la République. Dans le journal, nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie qui a drainé une foule impressionnante au palais des congrès de Cotonou. Une cérémonie d'investiture suivie de bout en bout un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Nous parlerons également santé dans cette émission. La médecine offre aujourd'hui une solution pour que l'accouchement ne soit plus une souffrance à travers l'analgésie péridurale. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à la péridurale. Quels sont les avantages et les risques liés à cette pratique et est-ce qu'elle est accessible à toutes les bourses dans nos hôpitaux au Bénin? Dr Obed Kiki sera sur le plateau pour répondre à nos préoccupations. Il est médecin anesthésiste réanimateur. Dans la page culture de ce journal, nous ferons un zoom sur un artiste danseur professionnel. Il a imposé sa signature auprès de Irène Tassembedo, Richard Dossou, Moussa Traoré, les maîtres de la danse contemporaine et traditionnelle sous-régionale qui ont vu en lui un corps d'exception et une agilité hors du commun. Dans l'écosystème musical béninois, son empreinte est tout simplement incontournable. On l'appelle Pape Séliko. Mesdames et messieurs, démarrons cette émission par le journal. Le président Romuald Wadani, élu en avril dernier, est officiellement entré dans ses attributs de chef de l'État et chef du gouvernement, chef suprême des armées et premier magistrat de la République. C'est à la faveur d'une cérémonie d'investiture qui a drainé une foule impressionnante de personnalités ce dimanche matin au palais des congrès de Cotonou. Il devient ainsi le 5e président de la République du Bénin de l'ère du renouveau démocratique. Cette cérémonie d'investiture est marquée par un discours assez évocateur, un discours partagé entre reconnaissance, engagement et appel à l'unité pour bâtir le Bénin. Retour dans ce journal sur les grandes lignes de ce premier discours de Romuald Wadani en tant que président de la République. Et nous ferons également un flashback sur le parcours atypique électoral du tout nouveau président de la République du Bénin. Nous ferons également un tour dans le département du Mono où le député Charles Gagnon a prié pour la bénédiction divine sur la gestion du Bénin au cours des 7 prochaines années. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce qui a réuni autour de l'élu de la 17e circonscription électorale plusieurs personnalités. Nous ferons également un zoom sur une vingtaine d'afro-descendants désormais reconnus béninois à part entière. Le gouvernement offre ainsi la nationalité de plein droit à ces descendants de personnes esclavagisées lors de la traite négrière. Ces afro-caribéens ayant reçu les actes matériels de la nationalité béninoise en ont exprimé le besoin en bénéficiant de la politique de reconnaissance mise en œuvre par l'État. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Dimanche 24 mai 2026, jour historique pour le Bénin, le 5e président de la République de l'ère du renouveau démocratique prête serment. C'est à la faveur d'une cérémonie d'investiture sobre, mais marquée par un discours assez évocateur. Un discours partagé entre reconnaissance, engagement et appel à l'unité pour bâtir le Bénin. Retour ici sur les grandes lignes de ce premier discours de Romuald Wadani en tant que président de la République. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait.
Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Je voudrais aussi rendre hommage à nos pères fondateurs, en particulier aux autres présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Je veux citer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yahi. Voilà, vous l'avez bien entendu, le président Romuald Wadani a rendu hommage à ses prédécesseurs. Il a également décliné les grands axes de sa gouvernance au cours des 7 prochaines années. Il annonce un mandat social qui accordera la priorité à la redistribution de la richesse nationale, notamment au profit de la jeunesse, des femmes et des acteurs agricoles. Nous allons suivre. Mes chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin, qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous. Et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcées. Aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, au financement pertinent et aux équipements de transformation de vos produits. La lutte contre le terrorisme et la redynamisation de la coopération sous-régionale sont également au cœur de l'action du président Romuald Wadani. Nous allons suivre un extrait à ce propos. Mes chers compatriotes, en prêtant serment devant la nation, je prends aussi un engagement clair, celui d'être le garant de nos institutions, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Car la force d'une démocratie se mesure à la confiance que ces institutions inspirent aux citoyens, à la justice de la République qui leur garantit l'équité de ses règles et la protection effective de ses droits. Cela sera d'autant plus important que notre région vit une période de tension grave avec le terrorisme qui progresse. Mais je peux vous rassurer,
le Bénin ne cédera ni à la peur, ni au relâchement. L'État sera ferme face à tout ce qui menace notre cohésion et notre sécurité. Nous continuerons d'investir dans nos forces de défense et sécurité. Et surtout, nous allons également construire la sécurité par la poursuite du développement des services sociaux de base, l'offre d'opportunités économiques locales et le maintien de la présence effective de l'État partout sur le territoire. Il en sera ainsi, car notre sécurité est notre unité, et notre unité est notre force. Mes chers compatriotes, avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d'Afrique et d'abord à nos voisins de la sous-région, dont je veux saluer ici la présence à nos côtés, tant elle nous réjouit. Je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau. Le président Romuald Wadani, élu en avril dernier, est officiellement entré dans ses attributs de chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et premier magistrat de la République. C'est à la faveur d'une cérémonie d'investiture qui a drainé une foule impressionnante de personnalités, comme vous l'avez vu sur vos petits écrans ce dimanche matin au Palais des Congrès de Cotonou. Une cérémonie d'investiture retransmise en direct à la télévision et suivie un peu partout sur l'ensemble du territoire national. En attendant de revenir plus amplement sur les faits marquants de cette cérémonie, nous allons rapidement faire un flashback sur le parcours atypique et particulier du tout nouveau président de la République du Bénin. Suivant. La trajectoire présidentielle du successeur de Patrice Talon a commencé par se dessiner officiellement le 31 août 2025. Les membres de la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau et ceux du bureau exécutif national du bloc républicain s'étaient retrouvés au domicile du chef de l'État dans la nuit du 30 au 31 août 2025 pour acter un choix. Celui de la continuité, du renforcement et de la préservation des acquis de la gouvernance Talon que le ministre de l'Économie et des Finances incarne. Sans tarder, Romuald Wadani entreprit certaines rencontres. La toute première, après sa désignation, fut celle du siège du bloc républicain avec les membres du secrétariat exécutif du dit parti le 1er septembre 2025. Le bloc républicain réaffirme donc son soutien pour une continuité qui ne dit pas son nom du PAG, parce que nous avons vu ce qui a été fait de très beau dans le pays et il faut l'homme là qui a les compétences. La prochaine étape de ce périple de courtoisie et de remerciements, mais aussi d'engagement, est le siège de l'Union progressiste Le Renouveau avec les membres de la direction exécutive nationale du parti. Nous sommes très heureux de vous recevoir, notre candidat, le candidat désigné par l'Union progressiste Le Renouveau. Dans la foulée, tous les autres partis affiliés à la coalition au pouvoir ont reçu la visite de celui qui a été désigné à l'unanimité pour porter les couleurs de la majorité présidentielle le 12 avril 2026. À travers ses premières visites, Romuald Wadani prenait donc ses marques, donnait le ton et engageait déjà ses soutiens dans une vaste dynamique de mobilisation autour de son projet de société. Lequel projet sera présenté officiellement au peuple béninois le 21 mars 2026. Mais des milliers de jeunes venus de toutes les contrées du Bénin n'attendront pas forcément cette date pour officialiser leur adhésion totale à la candidature de l'homme. Une bonne partie de ces jeunes a adhéré à la plateforme Jeunesse Wadani que coordonne Laurent Zomaï. Avec Romuald Wadani, la jeunesse voit enfin un modèle, un homme qui a gravi les échelons par le mérite. Un technicien est devenu
une référence continentale et mondiale. D'autres jeunes ont choisi de mener le même combat au sein de la plateforme Bénin Uni et Solidaire de Christian Yanoussi. Pour la première fois dans le parcours politique de notre pays, notre candidat nous ressemble. Il est jeune. À travers leur mouvement politique, des milliers de jeunes très actifs sur le terrain assurent donc la mobilisation autour de Romuald Wardagni jusqu'au 21 mars 2026. Ce jour-là, la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou était pleine à craquer. Personne ne voulait se faire compter ce moment historique de présentation du projet de société du candidat qui entend mettre l'humain au cœur de sa gouvernance. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Le 27 mars 2026, la Commission électorale nationale autonome donne le top de la campagne électorale. Ce même jour, Romuald Wardagni était à Kandy pour lancer les hostilités. Kandy va devenir un pôle important dans notre pays. Nous allons amplifier la mise en œuvre des infrastructures de base, que ce soit les marchés, les hôpitaux, les écoles. Dans chacune des villes sillonnées du nord au sud, le candidat a fait des annonces fortes en lien non seulement avec son projet de société, mais aussi connectées aux réalités de chaque localité. Le 12 avril 2026, jour du scrutin, Romuald Wardagni a accompli son vote dans son Lokossa natal. Comme lui, des milliers de Béninois sont aussi sortis pour exprimer leur suffrage en faveur de celui que les sondages annonçaient déjà comme le prochain président de la République. Dans une logique de célébration anticipée, l'homme fit une brève apparition à son siège de campagne au soir du scrutin, alors que ses partisans étaient conviés à un cocktail de remerciements. Le 13 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome annonce les résultats provisoires qui placent largement en tête le candidat de la mouvance. Tendance confirmée le 23 avril 2026 par la Cour constitutionnelle. Romuald Wardagni devient donc le président élu et succédera à Patrice Talon, dont il a été, de 2016 à 2026, le seul ministre de l'économie et des finances. À 24 heures de la cérémonie d'investiture de Romuald Wardagni, président de la République élu, le député Charles Gagnon a prié pour la bénédiction divine sur la gestion du Bénin au cours des 7 prochaines années. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce dite ce samedi à Comé dans le département du Mono. Un office qui a réuni autour de l'élu de la 17e circonscription électorale, parents et amis et plusieurs personnalités. Narcisse Alossé pour les détails. À la chapelle de la paroisse Saint-Michel de Comé, ce samedi 23 mai 2026, le cantique de la chorale Aloisio sonne pour demander la bénédiction divine sur le nouveau président élu du Bénin, Romuald Wardagni, à la veille de son investiture. Une initiative de l'un de ses tout premiers soutiens ici, dans le département du Mono. Prier, c'est divin. Dieu, même dans les Écritures, nous dit de prier pour ceux qui ont le pouvoir. Je voudrais très sincèrement vous remercier et demander à tout un chacun de nous de continuer cette prière pour notre nation. Prier pour le Bénin, et Charles Gagnon a frappé un grand coup autour de cet office religieux dirigé par Monseigneur Victor Agbanou, évêque émérite de Lokossa. Que les événements que nous allons vivre à partir de demain soient source de progrès spirituel, affectif et matériel pour tous. Des vertus demandées pour servir de boussole à celui qui est appelé à présider aux destinées du Bénin pour les 7 années à venir. Et tout comme Romuald Wardagni, l'élu de la 17e circonscription électorale a pensé aussi à son prédécesseur Patrice Talon, qui 10 ans durant a géré ce pays de main de maître, parce que ce n'est pas facile de diriger les hommes et de gouverner le Bénin. Il l'a fait pendant 10 ans. C'est une très bonne initiative et j'avoue que c'est la première messe à laquelle j'assiste depuis que les choses ont commencé. Et je suis très heureux que lui ait pensé à ça parmi nous.
Moi-même, je n'y ai pas pensé et c'est pour cela que j'ai tout fait pour être présent. En plus de l'initiateur et de ses collègues députés, cette Eucharistie a connu la présence de bien d'autres personnalités, notamment des présidents d'institutions de la République et des ministres du régime sortant. D'un office religieux à un autre, les fidèles musulmans de la région ont aussi invoqué Dieu et ses bienfaits sur le prochain régime du Bénin. Réunis au sein du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono, ils ont organisé une séance de prière pour la réussite du septennat sous le leadership de Romuald Wadani. Nous allons suivre. En septembre dernier, ils avaient sonné la grande mobilisation d'une séance de prière pour demander à Dieu de valider le choix du pouvoir en place et d'ouvrir les portes du palais de la Marina à Romuald Wadani. Aujourd'hui, ces fidèles musulmans réunis au sein du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono reviennent avec une posture de reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Quand Dieu vous fait du bien, il dit même si l'homme vous fait du bien, remerciez-le. À plus forte raison, le Créateur qui a exaucé notre prière, il pouvait ne pas exaucer. Mais Dieu a exaucé notre prière parce qu'il connaît le cœur de chacun et qu'il sait que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour que le Bénin, qui aujourd'hui rayonne, continue de rayonner. Le rayonnement du Bénin reste donc leur préoccupation ici. Et à la veille de l'investiture du nouveau président de la République, ces fidèles musulmans voient un symbole divin à travers cette cérémonie. Vous savez que nous sommes dans un mois de Zulhijjah et les 10 derniers jours regorgent assez de bénédictions. Son Excellence Romuald Wadani est en train de prendre le pouvoir dans ces 10 derniers jours de Zulhijjah. Et Dieu dit, toute prière faite dans ces 10 derniers jours, est exaucée. Romuald Wadani prend donc les rênes du pouvoir avec prière et bénédiction. Et ces dignitaires religieux en ont profité pour prier pour le sortant Patrice Talon. Pour ce qu'il a fait pour le Bénin, lui-même a dit le meilleur reste à venir, que Dieu fasse que l'avenir soit vraiment meilleur sous le règne de son Excellence Wadani. Prière pour bénédiction et reconnaissance de mérite exprimée par responsables et simples fidèles musulmans du Mono qui forment ici un creuset connu pour la promotion de la cohésion nationale et le mieux-être pour tous au Bénin. Je l'annonçais en début d'émission, une vingtaine d'afro-descendants se voient reconnaître la nationalité béninoise. La cérémonie solennelle de remise s'est tenue ce vendredi au complexe judiciaire à Cotonou. Le gouvernement offre ainsi la nationalité de plein droit à ses descendants de personnes esclavagisées lors de la traite négrière. Ces afro-caribéens ayant reçu les actes matériels de la nationalité béninoise en ont exprimé le besoin en bénéficiant de la politique de reconnaissance mise en œuvre par l'État. William Cliquant pour plus de précisions. Des rejetons de Noirs esclavagisés pendant la traite qui renouent avec la terre de leurs ancêtres à travers la reconnaissance de leur nationalité béninoise. Votre retour va au-delà du symbole. Il concrétise notre fraternité retrouvée, un nouveau pacte, parce que la mémoire est, nous le pensons, un levier de reconstruction des uns et des autres, de notre force, de notre unité, de notre destin. Cette cérémonie n'est pas qu'une simple matérialisation de la reconnaissance juridique, faite de remise d'actes de nationalité, attestations et passeports. Il s'agit plutôt d'un pont posé entre le passé et le présent. Franchement, c'est non seulement la joie, mais une fierté. Et aussi, je me sens vraiment, c'est un honneur en fait. Et c'est une opportunité qui est vraiment grandiose pour moi et j'espère que les ancêtres vont me guider à faire tout ce qui est positif. Bientôt 1 an que je suis au Bénin et j'attendais avec impatience enfin cette cérémonie. J'ai mon époux qui l'a eu déjà, donc au mois de décembre.
Et mes enfants vont venir au fur et à mesure nous rejoindre. Donc voilà, nous serons une nouvelle famille au Bénin. Après la tête d'Adienne, j'ai découvert que je suis d'origine béninoise. Et donc j'ai gardé le contact avec mes cousins. Et donc si je reviens, ce n'est pas que je suis revenu juste dans un pays pour obtenir une nationalité, mais je suis revenu dans un pays pour garder le coup, continuer à garder le contact avec mes cousins qui sont mes parents biologiques. Et donc je suis revenu chez moi, je suis revenu à la maison. Plusieurs d'entre les bénéficiaires ne voient aucun inconvénient à l'idée de s'installer au Bénin. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons donc la deuxième partie de cette émission par la rubrique « L'invité de la semaine ». Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Donner la vie est souvent décrit comme le plus beau moment d'une existence. Mais pour de nombreuses femmes, c'est aussi un moment redouté, synonyme de douleurs intenses, parfois traumatisantes. Aujourd'hui, la médecine offre une solution pour que l'accouchement ne soit plus une souffrance, mais plutôt une délivrance, l'analgésie péridurale. Pourtant, entre les fausses rumeurs de paralysie, la peur de l'aiguille ou le coût financier, beaucoup de futures mamans hésitent encore, ou plutôt ignorent qu'elles y ont droit. Qu'est-ce que la péridurale? Quels sont les risques réels et est-ce qu'elle est accessible à toutes les bourses dans nos hôpitaux, surtout au Bénin? Pour tout comprendre et démystifier ce sujet, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Dr Obed Kiki. Vous êtes anesthésiste et réanimateur. Bonjour. Bonjour, monsieur Gabaléris. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Qui m'est donné de pouvoir parler de l'anesthésie péridurale avec nos chers téléspectateurs. Oui, c'est vrai que c'est un mot que tous les téléspectateurs ne comprennent pas, parce que ça, c'est votre jargon, c'est le jargon médical. Et docteur, pour commencer très simplement, de façon terre à terre, c'est quoi exactement la péridurale et comment ça marche pour atténuer ou du moins se couper systématiquement la douleur d'une parturiente? Merci, monsieur Garouard. Et parlons de la péridurale, où on pourra parler de l'analgésie périmédulaire ou l'analgésie péridurale. C'est une technique d'anesthésie loco-régionale et qui consiste, lorsque nous prenons le corps humain à partir du cerveau, ça descend au niveau de la colonne vertébrale. Nous avons les moelles épinières et au niveau de la moelle épinière, nous avons les nerfs qui innervent l'organisme. Donc, l'anesthésie péridurale consiste alors à aller mettre un cathéter au niveau de l'espace péridural qui est juste avant la moelle épinière et après les os du dos. Et on met l'anesthésie et on met un tuyau
qui n'est qu'un plastique. On met ce tuyau et là, nous faisons des injections régulières d'anesthésie locale pour pouvoir atténuer la douleur de la parturiente. Ouais. C'est vrai qu'on entend souvent parler d'une grosse aiguille. Vous avez parlé tout à l'heure de tube. On entend souvent parler d'une grosse aiguille dans le dos. Est-ce que l'installation d'abord en elle-même de la péridurale fait mal? En ce qui concerne l'installation de la péridurale, il faut noter que lorsque nous parlons de la grosse aiguille, ce n'est pas en elle, ce n'est pas une grosse aiguille, mais c'est avant de mettre cette grosse aiguille, nous mettons une anesthésie locale et cette anesthésie locale permet à la patiente de ne pas du tout avoir mal. Elle sent juste une pression dans le dos, mais elle n'a pas mal. D'accord. Et à quel moment précis du travail de l'accouchement devez-vous intervenir? Est-ce qu'il peut être tard de le demander? Par rapport à l'anesthésie péridurale, la demande, il faut noter que ce n'est pas une chose nouvelle. Depuis 1994, il y avait le décret français qui a permis à ce que toutes les femmes françaises puissent avoir de l'anesthésie péridurale pour leur accouchement. Et il faut noter qu'à 99% des accouchements qui se font en Europe, c'est sous analgésie péridurale. Et donc, pour la demande, il faut qu'on soit sûr que cette parturiente veut faire un travail d'accouchement parce qu'il y a un terme qu'on utilise le plus souvent à la maternité, les faux travail d'accouchement. Il ne faut pas que nous mettions un cathéter péridural à une dame qui est en train de faire un faux travail d'accouchement. Donc, pour cette raison, nous demandons toujours à ce que cette dame puisse être à la phase active de son travail d'accouchement. Soit on dit souvent dans nos jargons à 2 doigts, à 3 cm ou à 3 doigts. Ça permet d'être sûr que c'est un travail qui va évoluer et de ne pas mettre une analgésie péridurale pour une femme qui ne va pas accoucher. Mais est-ce que c'est trop tard de demander? Non, même à 9 cm, à 8 cm, lorsque la dame ne veut pas du tout avoir mal, on a des manières de pouvoir calmer la douleur pendant qu'elle est en train de faire sa phase expéditive en faisant des rachis analgésiques. Ouais. Docteur, parlons franchement des peurs parce que des rumeurs, on en a tellement entendu, surtout dans nos communautés. Est-ce que la péridurale peut paralyser une femme? Paralyser une femme, c'est trop dit. Parce que lorsque nous parlons de la péridurale, c'est une technique faite par le spécialiste, faite par le médecin anesthésiste réanimateur et qui sait ce qu'il est en train de faire, qui sait là où il va. Et donc, par conséquent, il n'y a pas une paralysie parce que j'ai eu une anesthésie péridurale que je suis devenu paralysé. Non. S'il y a des complications, il y a des choses, on peut les gérer. Et avant de mettre une anesthésie péridurale, il y a tout un check-up qu'on fait pour pouvoir voir l'état du patient. Est-ce que cette patiente elle est apte pour pouvoir avoir son anesthésie pour ne pas avoir des conséquences après? Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions des conditions dans lesquelles la femme ne peut ne pas avoir accès à cette pratique-là? Oui. Je dirais oui, parce que parce qu'avant d'avoir la péridurale, nous faisons la consultation pré-anesthésique. Et alors, cette phase de consultation pré-anesthésique, nous essayons de voir est-ce que cette femme est éligible à une anesthésie péridurale. Si une femme qui refuse, on ne peut pas lui mettre une La première condition, c'est la volonté. C'est la volonté. Elle est obligatoire et avec un consentement bien écrit pour dire je suis d'accord pour l'anesthésie péridurale. Maintenant, au-delà de ça, nous allons voir est-ce qu'il y a une infection cutanée au niveau de là où nous allons mettre l'anesthésie, ce qui est un risque, nous ne mettons pas. Si cette patiente a des troubles de la coagulation, nous ne pourrons pas lui mettre une anesthésie péridurale. Et une patiente qui a été opérée du dos, nous sommes obligés de parler avec son neurochirurgien ou son neurologue pour voir les risques. S'il faut faire même une imagerie avant de le mettre, nous y allons avant de le faire. Donc toutes les précautions sont prises pour que ces patientes ou parturientes n'aient pas de complications post-analgésie péridurale. Ouais. Certains disent également qu'une femme qui est peut-être hypotendue ne peut pas véritablement avoir accès à la péridurale. Est-ce que c'est vrai? Lorsque nous voyons les patientes qui ont une instabilité hémodynamique, comme nous le disons le plus souvent. Oui, selon ce qui est la cause, nous pourrons voir s'il faut ou pas. Mais c'est au professionnel, au médecin anesthésiste réanimateur qui veut poser cette péridurale. C'est lui qui décide s'il le faut ou pas, s'il faut mettre un vasopresseur avant de pouvoir lui mettre son anesthésie péridurale. Il en décidera. Ouais. Et puisque nous parlons justement des peurs et des rumeurs, on dit aussi que le produit fabrique le bébé ou qu'il bloque, fatigue le bébé du moins, et qu'il bloque l'accouchement obligeant à faire une césarienne. Est-ce que c'est vrai?
Par rapport à ces rumeurs, il n'y a pas dans la population, il y a toujours des rumeurs par rapport aux choses. Et nous en sommes certains. Dire que c'est l'analgésie péridurale qui fatigue le bébé, non, c'est des fausses rumeurs. Parce que ça, ces indications précises et ça permet même d'accélérer le travail de l'accouchement. Parce que lorsque vous mettez l'anesthésie péridurale, vous ne bloquez pas la contraction de la patiente. Il faut noter que la même technique qui permet de faire une analgésie péridurale, cette même technique permet de faire une anesthésie pour pouvoir faire une césarienne à une dame. Donc, le médecin anesthésiste a dans sa main cette prérogative de pouvoir atténuer la douleur et qui peut aller aussi au niveau de la motricité. Mais lorsque nous restons dans le cadre de l'accouchement péridural, nous n'atténuons pas la contraction. Cette patiente sentira les contractions jusqu'à elle n'aura pas mal. Donc le travail évolue normalement. Donc cette femme, au lieu de gémir, au lieu de crier pour pouvoir couper sa respiration en inhibant l'oxygénation de l'enfant, pendant qu'elle a son anesthésie péridurale, elle respire normalement, elle bavarde avec sa sage-femme ou son gynéco-obstétricien et donc tout se passe normalement. Donc en aucun cas l'anesthésie péridurale ne peut bloquer la respiration ou bien fatiguer le bébé. Autrement dit, cette anesthésie péridurale peut permettre à cette dame, parce qu'elle l'ayant déjà, pendant que le travail évolue, s'il y a une situation, une souffrance fœtale aiguë, quelque chose d'autre qui n'est pas lié à la péridurale, peut-être que cet enfant a des séquelles du cordon, qui a du mal à descendre, on parle d'une dilatation stationnaire, on parle de la tête, de mobile fœtal qui ne descend pas. Pendant cette période, le gynéco-obstétricien décide d'aller à une césarienne. Il faut noter qu'avec cette anesthésie péridurale que nous avons démarré, nous transformerons l'analgésie péridurale en anesthésie péridurale. Nous allons mettre d'autres produits qui permettra à cette dame d'accoucher sans qu'on ne commence pas à courir pour dire non, elle est à telle dilatation, il faut l'endormir, peut-être qu'elle avait déjà des risques pour ne pas être endormie. Donc ça permet à cette patiente qui a une analgésie péridurale en place de pouvoir accoucher dans des meilleures conditions, des conditions confortables et sécurisées pour elle et pour son enfant. Ouais. Justement, docteur, est-ce qu'après l'accouchement, parce que c'est vrai que c'est avant l'accouchement que la péridurale est pratiquée, mais est-ce qu'après l'accouchement, la maman va traîner des maux de dos chroniques à cause de cette piqûre qu'elle a eue avant l'accouchement? Non. Et la péridurale, elle est posée avant l'accouchement. Oui. On l'utilise pendant l'accouchement. 2 heures, 4 heures de temps après l'accouchement, nous enlevons notre cathéter de péridurale, qui est juste un tuyau, je vous l'ai dit, en plastique. Oui. Nous l'enlevons tranquillement et cette patiente, elle n'a pas mal. On l'enlève, on met un sparadrap, tout est parfait. Il n'aura pas de douleurs de dos à cause de sa péridurale. Ouais. Aujourd'hui, si une femme exprime le souhait d'avoir une péridurale, quelle est la démarche à suivre? Doit-elle obligatoirement faire une consultation? Est-ce que c'est obligatoire? Pour une anesthésie péridurale ou pour accoucher avec un accouchement péridural, il faut noter que il y a des réglementations que nous ne pratiquons pas encore au Bénin. Si vous voyez dans les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation, depuis 2000, il est dit toute femme qui veut accoucher au 8e mois doit faire une consultation pré-anesthésique. Parce que tout le monde veut accoucher par voie basse, mais nous ne savons pas l'issue réelle de l'accouchement. Cet accouchement peut terminer par la voie haute comme par la voie basse. Par conséquent, au 8e mois, c'est obligatoire à une dame de faire une consultation pré-anesthésique. Et pendant cette consultation pré-anesthésique, le médecin anesthésiste réanimateur, lui, se charge de leur parler, de leur expliquer ce que c'est qu'un accouchement péridural. Et donc, c'est pendant cette période que nous puissions évaluer, faire le check-up de cette patiente pour voir quelles sont les conditions et comment elle pourra avoir son anesthésie péridurale. Donc c'est comme ça se fait. Il faut une consultation pré-anesthésique au préalable. Donc les gynéco-obstétriciennes ou bien les sages-femmes qui suivent ces patientes à 8 mois les envoient en consultation chez nous et nous déclinons alors, nous voyons un peu comment faire pour que notre patiente puisse avoir son anesthésie péridurale dans des règles de l'art, avec la sécurité et le confort qui va avec. Oui. Venons-en aux réalités de nos structures sanitaires que vous connaissez très bien certainement. La péridurale est-elle disponible dans tous les grands hôpitaux et maternités dans notre pays? Parlant de la disponibilité de l'analgésie péridurale au Bénin dans tous les grands hôpitaux, c'est une question très difficile à répondre. Parce que le ratio de médecins anesthésistes réanimateurs au Bénin est tellement infime. Et nous ne pouvons que féliciter le gouvernement de notre président Patrice Talon, qui pendant son mandat a pu donner quelques bourses à certains médecins anesthésistes réanimateurs pour qu'ils puissent rester dans le pays pour pouvoir continuer la poursuite de la prise en charge de nos patients. Donc du coup,
Et la grande partie de ces médecins réanimateurs se retrouvent au sud du Bénin, donc dans les centres comme le CNHU, et le Chumel, et le Kowebo, comme on le dit d'habitude, et donc à Abomey, Calavi, à plus tard de Porto Novo. Et à Abomey, on peut trouver des médecins réanimateurs. Mais lorsqu'on continue vers le nord, on n'en trouvera qu'à Parakou. Donc ce qui fait que la réponse est tout de suite là. Donc c'est un centre qui a un médecin réanimateur. C'est dans ce centre qu'on peut poser un cathéter péridural pour une analgésie péridurale. Donc quelqu'un qui va aujourd'hui à Malanville ne pourra pas avoir. Heureusement, à Kandi, nous avons un médecin réanimateur qui est là depuis quelques mois, qui pourra permettre alors aux femmes de Kandi de pouvoir se rendre à l'hôpital de zone de Kandi pour avoir leur accouchement par péridural. Donc, on va le résumer à Kandi, Parakou, et on descend dans le sud à partir de Abomey et jusqu'à tous les grands centres qui sont dans le sud, et ils peuvent avoir leur accouchement péridural. Ouais. Parlons à présent du nerf de la guerre, parce que c'est une pratique auquel les Béninois n'étaient pas trop habitués. Combien coûte en moyenne une péridurale chez nous, ici au Bénin? Est-ce qu'elle est prise en charge par les assurances ou la politique de gratuité pour certains soins? Et parlant du prix ou du coût, moi en tant que praticien, j'aurais du mal à pouvoir en parler parce que c'est les hôpitaux qui définissent leurs grilles selon le matériel qui est utilisé. Mais néanmoins, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Là, nous avons discuté avec notre société Sobafs. Actuellement, ils ont le cathéter péridural avec eux qui permettront alors aux hôpitaux qui en ont besoin de pouvoir se ravitailler à leur niveau. Et les assurances, comme c'est une nouvelle technique, je pense que c'est maintenant les procédures sont en cours pour voir quelles sont les assurances qui puissent couvrir les analgésies péridurales pendant l'accouchement et pour que nos femmes ne dépensent pas trop pour ça. Parce que là, c'est chacun qui va essayer de voir. Je pense que comme nous avons notre agent de régulation, tout sera régulé pour que les coûts puissent être pratiquement les mêmes dans tous les hôpitaux. Ouais, on espère bien que ça ne va pas coûter la peau de fesses. Non, la santé a un coût, mais pas pour autant jusqu'à coûter la peau des fesses. Oui, comme c'est un confort. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parturientes qui viennent de gros villages et qui ont besoin également de ces soins. Est-ce que le coût sera à portée de bourse? Je pense que tant que toute femme béninoise peut avoir la chance d'avoir une césarienne au Bénin, je pense que ce n'est pas l'anesthésie péridurale qui en sera de trop. Les directeurs d'hôpitaux et les commissions d'établissement mettront tout à l'œuvre pour que nos mères, nos sœurs, nos femmes puissent accoucher dans de belles conditions pour la sécurité du couple mère-enfant aujourd'hui. Ouais. Docteur, quel est votre message de la fin à l'endroit des couples qui hésitent encore à choisir cette option? Pour les couples depuis qu'ils sont en train d'apprendre la nouvelle, sont en train d'hésiter, je leur dirais tranquillement et sereinement que c'est vrai, accoucher avec douleur est une réalité que nos mères, nos grandes mères, ils avaient ce courage de pouvoir affronter. Et je me rappelle dans des conditions du Nord où j'ai travaillé, c'était la femme ne doit pas crier malgré qu'elle a mal. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Tant que dans les années précédentes, on ne pourra pas avoir de portable. Aujourd'hui, tout le monde a un iPhone. Donc, c'est de la même manière, il faut savoir que les choses changent et la douleur n'est pas une fatalité. Il faut accepter que les choses ont évolué et oublier ces conforts. D'autres disent même, non, mon enfant n'aura pas de ressenti pour moi si je n'ai pas la douleur de l'accouchement. Je pense que tout ça là, c'est révolu. Et si vous avez l'opportunité de pouvoir faire ce test, aller à l'accouchement par péridural, pour pouvoir avoir un accouchement confortable. Accoucher à côté d'un médecin anesthésiste réanimateur, c'est différent qu'accoucher juste à côté d'une seule femme. Vous êtes en sécurité, votre enfant est en sécurité et le couple mère-enfant va bien. Ouais. Docteur, c'est vrai que c'est nous qui vous avons invité pour que vous nous parliez de tout ceci, mais comme on le dit, l'information c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de Béninoises et Béninoises qui ont besoin de cette information. Est-ce que, à votre niveau aussi, dans votre regroupement, est-ce que vous arrivez à plus vulgariser cette information parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour? Parlant de la vulgarisation, je remercie notre ministre, le ministre Benjamin Roupati, qui, sous son haut-parrainage avec la supervision du professeur Akodjanou, le jeudi dernier, nous avons fait
le lancement officiel au Chumel de cette campagne de vulgarisation et de la pratique de l'anesthésie péridurale qui au Bénin. Et donc, c'était le ministre qui était là. Et donc, ceci a permis à notre autorité de pouvoir mettre alors 250 kits gratuitement pour les 50 premières femmes qui viendront dans les centres. Gratuitement. Oui, gratuitement. Donc ça se fera pour les 50 premières femmes qui viendront dans les hôpitaux d'Abomey-Calavi, de Ouida, de Chumel, de Lokossa et de Porto Novo. Donc toute la semaine prochaine, il y aura cette campagne qui continue dans ces hôpitaux. Nous invitons alors nos femmes, nos sœurs, de pouvoir, si elles sont à thème, de pouvoir se diriger vers ces hôpitaux. Il y a les informations qui sont là disponibles. On va essayer de les rassurer. Si elles désirent, elles auront alors cet accouchement par péridurale et ils verront pour le bonheur de la famille et ils en témoigneront. Merci à vous, docteur Obed Kiki, pour avoir anticipé un peu nos doutes et nos craintes. Vous avez un dernier mot? Pour moi, c'est tout un plaisir pour moi de pouvoir venir sur ce plateau parler de l'analgésie péridurale pour pouvoir aider nos sœurs à ne plus souffrir pour l'accouchement. La souffrance n'est pas une fatalité. Vous pouvez accoucher au Bénin avec sérénité, avec confort et sécurité. Et voilà qui rassure. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent la revue de presse. On se retrouve dans un instant avec notre invité média. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Merci à Talon pour ses œuvres, bienvenue à Wadaï pour la continuité, titré Fraternité dans sa parution du vendredi et qui écrivait que son passage à la Marina restera le tournant du développement. Durant 10 ans passés à la tête du Bénin, Patrice Talon laisse l'image d'un dirigeant qui aura profondément marqué l'histoire contemporaine du pays. Ceci par une série de réformes, de projets structurants et de transformations ambitieuses, tellement il a travaillé au rayonnement du Bénin sur tous les plans qu'il n'y a qu'un seul mot à lui servir. Merci. Une nouvelle dynamique attendue avec Romuald Wadaï, architecte des grandes orientations économiques du pays. Et ce jour est jour d'investiture du nouveau président béninois Romuald Wadaï. Le Challenge écrivait que cette semaine s'annonce déterminante pour boucler les derniers réglages protocolaires et politiques. Depuis quelques jours, les réunions s'enchaînent à la présidence et dans les ministères pour harmoniser chaque détail de la cérémonie prévue ce week-end. Le matinal pointait que le président élu Romuald Wadaï prêtera en effet serment le dimanche 24 mai dans la capitale économique du Bénin, précisément dans l'enceinte du Palais des Congrès de Cotonou, exceptionnellement choisi pour abriter la cérémonie. En investissant le Palais des Congrès de Cotonou, la République inaugure ainsi un décor inédit pour consacrer la continuité institutionnelle entre mémoire démocratique et exigence d'excellence organisationnelle. Le Bénin s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique. Pour Fraternité, face aux polémiques suscitées par le déplacement de l'investiture présidentielle de Porto Novo à Cotonou, Wilfried Léandre Ngoumbedji a tenu à rassurer l'opinion publique. Il a rejeté les thèses évoquant une prétendue absence de charge spirituelle liée au changement de lieu, affirmant que la République conserve la même portée symbolique partout sur le territoire national. Wilfried Léandre Ngoumbedji a également précisé que ce transfert est dû aux travaux en cours sur le boulevard Charles de Gaulle à Porto Novo, regrettant que la ville ne puisse accueillir l'événement cette fois-ci. Il a toutefois assuré qu'il ne s'agit que d'un report, évoquant un retour possible de la cérémonie dans 7 ans. Bénin Intelligent ajoutait qu'à la veille de la cérémonie d'investiture du président élu Romuald Wadaï, le président sortant Patrice Talon a adressé un message d'adieu à la nation. Dans cette adresse empreinte de gratitude et de solennité, il revient sur le chemin exigeant parcouru durant ces 10 années à la tête du pays, tout en formulant ses vœux de réussite à son successeur. L'occasion pour lui de saluer les efforts consentis par les Béninois
et d'appeler à une mobilisation collective autour du nouveau chef de l'État dans l'intérêt supérieur du Bénin. De son côté, la nation s'est intéressée au bilan du président sortant en soulignant qu'en 10 années de gouvernance, le président Patrice Talon a engagé une vaste politique de modernisation des infrastructures béninoises. Routes, bâtiments administratifs, équipements judiciaires, monuments touristiques, modernisation du port et de l'aéroport, projets urbains et d'assainissement. Les programmes d'action du gouvernement ont profondément modifié le paysage du pays et le cadre de vie des populations. La presse du jour d'ajouter que durant ces 10 ans de gestion du pays, Patrice Talon restera le chef de l'État qui aura révélé le Bénin comme il l'avait promis à sa prise de fonction en avril 2016. Mieux, il aura été un homme d'État, un vrai démocrate de bout en bout. L'homme est resté un bon démocrate. Il a scrupuleusement respecté la Constitution du Bénin en son article 42 nouveau qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et puis Gasquiani indiquait que Romuald Wadagne, dans son projet de société, accorde une place centrale à l'agriculture. Cette priorité se justifie par le poids de ce secteur dans l'économie béninoise et par le nombre de citoyens qui en vivent. L'ambition affichée consiste à transformer profondément les conditions de travail et de vie des producteurs ruraux. Pour y parvenir, plusieurs actions concrètes sont prévues sans que le paysan ait à attendre des années avant d'en ressentir les effets. Fraternité de renchérir en soulignant que l'un des engagements phares du nouveau président concerne directement le quotidien du petit agriculteur. Il lui promet un encadrement complet sur le terrain, semences à haut rendement, engrais de qualité, accès à des machines agricoles et des conseillers pour apprendre à mieux cultiver, le tout coordonné pour que le producteur ne soit plus seul face à ses champs. L'objectif affiché est de tripler les rendements pour le manioc et le maïs, doubler ceux du cajou, du riz, du soja et du karité. Dans la suite, la nation informait qu'en 8 mois d'opération d'aide dans 9 communes du Bénin, l'organisation non gouvernementale Je suis citoyen béninois a aidé plus de 130 000 citoyens dépourvus de carte d'identité à avoir accès à la carte C'est moi et au certificat d'identification personnelle délivré par l'ANIP. Le samedi 16 mai dernier, les maires de communes bénéficiaires, les responsables de l'ONG, les bénéficiaires et d'autres acteurs impliqués se sont donné rendez-vous à Soava pour faire le bilan de cette opération, tirer les grands enseignements et dégager des pistes pour surmonter les difficultés rencontrées et élargir l'opération. Gasquiani, sur la question du licenciement de 169 agents de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, note que cela ne cesse de susciter des réactions face à l'ampleur de cette décision. Beaucoup ont naturellement tourné leur regard vers le gouvernement. Pourtant, la réponse officielle est sans ambiguïté. L'exécutif dirigé par Patrice Talon n'a rien à voir avec ce choix. C'est Wilfried Hongbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, qui a tenu à clarifier ce point lors d'une conférence de presse organisée le mardi 20 mai 2026 à Cotonou. Ce n'est pas une décision du gouvernement, a lancé le porte-parole avec fermeté. Selon lui, attribuer cette mesure au gouvernement relève d'une méprise. Avec le confrère de la matinée, il est question du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, un véritable bâtisseur insatiable du football moderne. Sous son impulsion, le football béninois, particulièrement chez les jeunes filles, change de dimension. Mathurin de Chacus n'est pas un président de bureau, c'est un homme de terrain, un manager qui prêche par l'exemple et exige la perfection. Les observateurs du football national se souviennent encore de son implication totale dans la construction du centre de formation de Ndali dans le septentrion. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi.
Il est déjà confortablement installé, notre invité média. Aujourd'hui, nous recevons Paul Arnaud Deguénan. Bonjour. Bonjour mon cher ami et puis bonjour à tous les téléspectateurs. Je leur souhaite une très très belle fête de la Pentecôte et de Novicha également. Bonne fête de Pentecôte, bonne fête de Novicha et aussi bonne fête pour la nation béninoise qui est en fête actuellement parce que la prestation des serments, le chef d'État aussi, c'est une fête nationale qu'on le veuille ou non. Vous êtes journaliste et directeur de Bénin Web TV. Comment se porte d'abord la presse en ligne dans l'univers médiatique du Bénin? Bon, la presse en ligne se porte très bien puisque vous avez vu que la RAC a autorisé beaucoup d'autres médias, donc c'est le signe que la dynamique, elle est là. Ouais. Vous avez suivi l'actualité la plus importante de ce jour, l'investiture du président Romuald Wadani. Qu'est-ce qui vous a, vous surtout, marqué au cours de cette cérémonie? Beaucoup de choses. D'abord, la posture présidentielle de Romuald Wadani. Vous savez, vous vous rappelez qu'au début, lorsqu'il avait été annoncé que c'est lui qui allait représenter le temps présidentiel, on l'avait titillé un peu pour dire, bon, voilà qu'il fallait qu'il travaille un peu sa posture et tout. Mais aujourd'hui, on a vu un président de la République en chaîne et en chair et en os. On a vu un président avec une très belle posture présidentielle. On a écouté son discours très solennel où le président a montré réellement qu'il connaît le problème du Béninois et connaît pourquoi est-ce qu'il est là. Il prend toute la mesure de ce qu'on attend de lui. On a vu également beaucoup d'invités de marque, notamment le premier ministre nigérien. Ça, d'ailleurs, même quand vous avez suivi les événements, vous savez que quand il s'est levé, c'était nourri d'applaudissements parce que sa présence était quelque chose d'assez symbolique, d'assez fort. Quand on se rappelle un peu de la relation plus ou moins tendue que connaît le Bénin et le Niger actuellement. Et on a vu également la présence des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, ainsi que du Mali également, qui était également présent à cette cérémonie, et beaucoup d'autres partaient de grandes personnalités. Et puis, on a vu également la présence de l'ancien président Thomas Boniaï et de Nicéphore Soglo, malgré son âge. Donc, c'est pour dire vraiment toute la beauté de cette cérémonie. Et puis, je vous passe un peu de la beauté des images lorsque vous voyez un peu le palais des congrès de Cotonou, mais vraiment très, très, très joli, très belle, très beau. Et puis, quand vous voyez un peu les images, c'est quelque chose de magnifique. On avait critiqué un peu le fait que l'investiture devrait se tenir à Cotonou, mais aujourd'hui, quand vous voyez un peu ces belles images et tout, on se dit, bon voilà, c'était plus de peur que de mal. Ouais, sur 10, si vous devez donner une note au comité d'organisation, vous allez donner combien sur 10? Non, pour moi, c'est magnifique. C'est rare pour moi, non, c'est rare pour moi d'être un peu dithyrambique comme ça, c'est vraiment très rare pour moi. Mais là, il faut se mettre à l'évidence, c'était vraiment magnifique, c'était très belle. Et puis, ils ont commencé à 10h00. La ponctualité. Non, tout était rigoureux. Le président, il a fait un discours d'environ 13, 14, 15 minutes. Bon, si j'ai bonne mémoire. Non, mais vraiment, tout était parfait, synchronisé. C'était vraiment magnifique. Une très, très belle fête. Ouais. Est-ce que vous avez vu cette belle marche du président de la République et de la première dame? Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose? Nous connaissons vraiment nous voyons maintenant notre première dame très belle, très élégante. Ouais. Vous avez vu également un peu sa tenue aussi, faite par des stylistes béninois, des stylistes béninois magnifiques. Non, mais vraiment tout est très magnifique comme je vous l'ai dit. Et puis avec une couleur assortie à la couleur de son mari, donc de monsieur le président. Donc vraiment c'était très belle, le tapis rouge magnifique et tout. Comme j'ai dit, avec le palais des congrès, de belles images. Donc tout était magnifique, tout était synchronisé. Et puis, vous voyez, ça fait rêver. Ça fait rêver quand vous voyez ça. Ça montre que non, le Bénin, qu'on le veuille ou non, que vous aimez ou pas, le Bénin quand même a pris une certaine ascendance. Et c'est tout bien, c'est de ça que nous rêvons pour notre pays. Ouais. Nous avons également entendu le président de la République prononcer son tout premier discours. Un nouveau président pour 7 ans. Quelles sont vos attentes et surtout les erreurs à ne pas commettre? Bon, les attentes, je pense que le président lui-même, il a dit dans son discours
que nous nourrissons beaucoup d'attentes par rapport à ce septennat. D'ailleurs, le premier que connaît le Bénin depuis l'avènement donc de l'ère démocratique. Alors, le président, déjà, il a parlé à toutes les couches de la société, notamment les jeunes. Donc, il a d'abord axé son discours sur les jeunes, sur la jeunesse. Et je vais le paraphraser. Il a dit quelque chose de très important. Il dit aux jeunes: vous qui croyez au fait qu'il faut rester dans votre pays pour travailler, je vous fais l'assurance que le Bénin croit en vous et va vous donner la possibilité de réussir. C'est un très grand message. En tout cas, moi, ça me touche particulièrement parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire ma vie dans mon pays, de travailler dans mon pays. Et lorsque votre président de la République, dans son premier discours solennel, tient de ces genres de propos, ça vous donne énormément d'espoir. Ça rassure. Ça rassure. Il a également parlé aux femmes, fait comprendre aux femmes que c'est elles, c'est grâce à elles que le Bénin tient et qu'il sera à l'écoute donc de ces femmes, et il les rassure que les droits de propriété et autres, les questions de financement, qui sera là présent et qui les aidera à régler. Il a également parlé aux paysans, à ceux-là qui nous nourrissent. Il a dit: je serai là, vous aurez de meilleures conditions de vie. Et puis, il a parlé également à la diaspora, leur fait comprendre que, certes, ils sont de l'autre côté, mais le Bénin, c'est chez eux. Et qu'il travaillera à faire en sorte que chacun va pouvoir se retrouver dans le pays. Il a également fait un clin d'œil aux voisins. Ouais. Il a fait un clin d'œil aux voisins et leur dire qu'il leur tend la main, qu'il sera là, et que dans notre contexte actuel, donc de terrorisme interpays, interfrontalier, que nous avons une obligation de collaboration, de travailler ensemble. Et je pense que, vous savez, lorsque vous voyez des délégations conduites par le Premier ministre nigérien, c'est le signe que beaucoup de choses ont été faites en coulisses. Beaucoup de choses importantes ont été faites en coulisses. Et donc, c'est le signe que le président, non seulement veut montrer que lui, il ne sera pas dans le discours, mais il sera dans les actions concrètes. Puisque vous rappelez qu'au soir donc, de la proclamation des résultats provisoires de la Sénat, il avait fait un petit message pour dire que lui, il va tendre la main donc vers les pays voisins. Ouais. Et je pense qu'on a vu que les actions concrètes ont été posées, et c'est pour ça que nous avons vu non seulement le Premier ministre nigérien, nous avons également vu les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina. Nous avons vu également une forte délégation donc du Togo, du Nigeria et oui. ainsi de suite. Bientôt, un nouveau gouvernement, et c'est vrai que tout le monde a les yeux fixés sur ce gouvernement qui arrive. Beaucoup de nouvelles têtes en vue, selon vous, ou bien on ne change pas l'équipe qui gagne, même si certains vont partir? Bon, moi je pense que le président Romuald Wadaye va forcément essayer de suivre un peu le plaidoyer ou bien le conseil que son successeur lui a donné, qui est quoi? D'essayer de travailler avec la jeunesse. Donc, quand on tient compte de cela, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de renouvellement. Donc, il y a des ministres qui sont toujours jeunes. Non, je n'ai pas dit non. Mais dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'il y ait un certain renouvellement. Ouais. Mais il y a également de fortes chances également que beaucoup d'autres aussi soient maintenus, parce que lorsque vous voyez par exemple le ministre des Affaires étrangères actuel, bon, c'est quelqu'un quand même qui est assez jeune, oui. Vous voyez un peu. Et si vous voyez un peu la délégation des pays de l'AES aujourd'hui, je suis sûr qu'il doit en être pour quelque chose. Vous voyez, donc on peut penser que des têtes comme ça. La du numérique qui est assez jeune et assez dynamique tout aussi. Tout à fait, aussi. Et bien d'autres, le ministre Kérékou, qui est également très très jeune et dynamique aussi. Donc on peut citer beaucoup de noms. Comme on peut espérer également qu'il y ait un certain renouvellement aussi, toujours pour la bonne marche des choses, puisque vous savez, ceux qui sont là, certes, sont talentueux, mais ils ne sont pas forcément, c'est même pas dit qu'on ne peut pas trouver mieux que vous voyez. Donc je pense que le président Wadaye a quand même l'expérience, puisque avoir travaillé 10 ans au sein du gouvernement, et pas n'importe qui, puisqu'il était ministre d'État. Vous voyez, donc
il a forcément beaucoup de choses, il connaît mieux les gens et il saura placer la meilleure compétence à la place qu'il faut. Ouais. Un nouveau régime s'est installé, et c'est un régime, ça veut dire qu'un autre régime s'en va, ça veut dire que l'ancien régime en plie bagage. Vous avez suivi le départ de Patrice Talon ce dimanche. Quels sont les sentiments qui vous ont animé? Alors, il faut déjà voir les images. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous voyez les images du président Patrice Talon qui recevait le président Romuald Wadaye, vous allez voir que le président Patrice Talon n'a pas porté de cravate. Alors que le président élu était bien endimanché. Il est arrivé d'un moment où on a bien vu le président Talon sans cravate, parce qu'il a toujours eu son style assez délicat et sa touche particulière qui faisait pratiquement le gentleman. Tout à fait. Ouais. Et donc on sent quand même un président qui part tout soulagé. Relax, voilà, qui part. Vous savez, souvent, le problème des départs dans nos pays africains, c'est souvent très difficile, très délicat. Mais on sent un président préparé qui assume le fait de pouvoir laisser le pouvoir, qui assume de se dire, j'ai fait 10 ans, cette fois-ci, je laisse la relève, j'ai épuisé toutes mes idées, je laisse la jeune génération continuer. Donc voilà, il était assez relax, et puis ça bavardait, ça parlait entre donc lui et son successeur. Donc c'était tout beau de voir ça. Et puis à la fin aussi, vous avez vu qu'il a été acclamé par la population qui était sortie nombreuse, la population pour acclamer donc son départ, le signe vraiment que le peuple béninois salue un peu ces 10 ans de grande rigueur, de décérité qu'il a montré à la tête du pays. Vraiment, on ne peut qu'être fier quand on voit ces images. Est-ce que vous avez vu dans la manière dont il se regardait, est-ce que vous voyez un ancien président de la République, un nouveau président de la République, ou un mentor et son filleul qui se saluent? Quelle est l'image que vous avez vue réellement? Bon, on voit les deux. On voit les deux. Donc, on voit un président, un ancien président maintenant, relax, qui sait le pouvoir, tout confiant, tout rassuré de son successeur, du nouveau président élu. Mais également, on voit également quand même que cette complicité entre les deux, donc entre le mentor et puis le dauphin, vous voyez un peu. Donc on voit cette complicité entre les deux. Et je pense que c'est une très belle chose. Vous savez, ça fait partie des choses qu'on a toujours rêvé pour notre pays, que ça soit au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et donc quand vous voyez les images du président Romuald Wadaye et de l'ancien président et de l'ancien président Patrice Talon, vous voyez, on sent cette continuité là. Et tout pays qui aspire au développement, ce n'est que de cette façon-là. Vous voyez, on peut pas faire des choses dans la discorde ou lorsque vous cédez le pouvoir, c'est la guerre. Non, vous voyez. Et donc cette fois-ci, on voit que les choses se sont bien passées, une certaine complicité. Donc entre l'ancienne code et la nouvelle, franchement, c'est vraiment, on ne peut qu'être fier aujourd'hui d'être béninois. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ai fait attention à cette image-là. Lorsque le président Patrice Talon est rentré dans sa voiture et il est parti, est-ce que vous avez regardé, vous avez vraiment scanné le visage du président Romuald Wadaye quand il revenait vers les perrons? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est comme si c'est maintenant qu'il mesurait la lourde charge qui pesait sur ses épaules? J'ai comme l'impression qu'il s'est senti... Alors, c'est moi maintenant. Tout à fait. Oui, son regard était un peu inquiet là. Tout à fait. On se pose la question de savoir, est-ce que là, est-ce qu'il se dit pas, moi, là, après l'autre, je suis maintenant président de la République. Et même, regardez, dans son discours, vous allez même déjà sentir sa voix. Vous savez, c'est comme les gens le disent, lorsque vous devenez président, c'est comme s'il y a quelque chose, cette puissance-là qui entre en vous. Ouais, et donc, quand vous sentez même son discours, regardez, écoutez la façon dont Romuald Wadaye, pas encore président, parlait, et depuis aujourd'hui, dans son premier discours, la façon dont il parle, tout a changé. On sent véritablement un président incarné, un président vivant, debout, vous voyez. Et donc ça s'est remarqué. Je croyais avoir été le seul à l'avoir observé. Non, je pense qu'il a réalisé maintenant que cette fois-ci, je suis président de la République. Avant, il disait « je serai ». Mais là, c'est « je suis ». Et il
Il a pris compte maintenant de toute la grandeur de la tâche, de cette puissance maintenant qu'il a sur les épaules. Ouais. Et c'est dans cette matérialisation que nous avons vu donc cette belle image que vous n'avez pas ratée. Oui, justement, c'est vrai, le président Patrice Talon s'en va, mais il restera toujours sur l'échiquier politique, à d'autres postes bien évidemment, parce qu'il y a le Sénat également qui est là, et il est membre de droit bien évidemment, mais déjà, que retenir de cet homme, Patrice Talon, après 10 ans de gouvernance? Alors, moi, je disais la dernière fois que désormais dans notre pays, on parlera de Patrice Talon un peu comme on parle de Jésus-Christ, où on dit 2000 ans. Oui, quand on dit 2000 ans avant Jésus-Christ, vous savez que dans la datation aujourd'hui, on fait référence donc à Jésus-Christ. Je pense que dans notre pays, on va prendre donc la gouvernance de Talon comme référence, où on dira avant Patrice Talon et après Patrice Talon, parce que depuis 91 et 90 que nous avons accédé à l'ère démocratique, je pense que c'est le président qui a mis autant d'impact sur la vie de chacun. Que vous soyez au sommet, que vous soyez en bas de l'échelle, je pense que Patrice Talon a mis un impact tellement fort, tellement puissant sur chacun de nous, pris individuellement ou collectivement. Et donc, on retiendra beaucoup de choses de Patrice Talon. On retiendra déjà les belles images que nous avons eues aujourd'hui, donc les belles constructions, les belles infrastructures que nous avons. On retiendra également donc les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays. Malheureusement également, on retiendra quelques couacs, notamment l'attaque donc du 7 décembre dernier. On retiendra également qu'il y a eu beaucoup donc de critiques également à son encontre, notamment les libertés individuelles et autres. Mais quand vous mettez l'une dans l'autre de ces choses, quand vous faites le bilan donc de l'actif et du passif, vous voyez que là, maintenant, je suis obligé, donc je suis assez dithyrambique, je suis obligé. Je parlais un jour avec des amis d'un autre pays que je ne veux pas citer, qui m'ont dit, mais finalement, Patrice Talon, il est un peu comme Mao Zedong. Au moment où Mao Zedong impulsait les réformes en Chine, il était très mal vu. Il était critiqué et d'autres pays de l'extérieur ont voulu également l'empêcher de réussir. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu comme la manière dont Mao Zedong est célébré à travers le pays. Donc, on se demande... en fait, ils ont juste voulu faire un parallélisme entre Mao et Patrice Talon en disant que... Et c'est effectivement la même chose parce que quand Patrice Talon a démarré ses réformes, beaucoup de personnes l'ont critiqué. Il y a eu des grincements dedans, les gens ont voulu mettre les bâtons dans les roues. À un moment donné, il a dû montrer les muscles et on a vu ce que ça a donné. Donc, il s'en va maintenant. Et vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils rentrent dans Cotonou, ils disent « Waouh !» Quand ils vont dans d'autres villes du Bénin, ils disent « Waouh !» Ça veut dire que quelque part, quelque chose a changé. Est-ce que vous aussi, vous faites ce parallélisme-là entre Mao et Patrice Talon? Non, moi je pense qu'on peut même venir jusqu'à côté. Vous voyez, à Accra, au Ghana, à côté, on a vu quand John Rawlings était là, c'était beaucoup de critiques parce qu'il dérangeait beaucoup des intérêts. Et puis aujourd'hui, je pense que les gens sont unanimes de dire que John Rawlings c'est celui vraiment qui a mis le Ghana sur les rails. Et puis, même quand moi j'étais assez jeune, j'étais petit, on voit un peu les Choosemakers. Et quand vous voyez Choosemakers, on sait automatiquement que c'est un Ghanéen. Aujourd'hui, vous n'en trouvez plus du tout. Ils sont tous partis. Vous voyez, donc non, je pense que c'est ça, Patrice Talon, il a été un très très grand réformateur. Il a essayé d'imprimer vraiment notre pays dans une certaine dynamique. Et puis aujourd'hui, lorsque vous quittez le Bénin, tout le monde est unanime, tout le monde salue cela, la croissance économique, les infrastructures. Et même juste à côté, vous voyez, moi par exemple, mon garçon, il est au niveau de l'école publique, mon garçon. Et ça, je n'aurais jamais accepté cela il y a quelques années. Et vous voyez, on n'a pas eu de grève. Il n'y a plus de grève. Nos enfants vont très bien à l'école. Au niveau donc de la santé, il n'y a plus de grève également. Donc ça, c'est des choses que vous aimez ou pas, vous êtes obligé de saluer. L'impact est là. L'impact, il est là, réel. Vous voyez, la numérisation, aujourd'hui, quand vous voyez un peu les institutions de Bretton Woods qui salue un peu les performances, la rigueur au niveau de la gestion, c'est quelque chose qui est évident. Et puis mieux, moi, je suis un petit entrepreneur, chef d'entreprise, et puis je sais comment nos pratiques d'antan, la façon dont on arrivait à tricher un peu rapidement au niveau de la TVA, au niveau des impôts, la fiscalité, au niveau de la fiscalité, mais aujourd'hui, tout le monde est tellement rigoureux, sérieux. Donc ça, c'est pour la bonne marche de notre pays, parce que la conséquence de ça, ce sont les infrastructures qui se créent.
vous voyez un peu partout. Même ici, à Canal 3, on voit un peu tous les travaux qui sont lancés de part et d'autre. Donc, c'est vraiment inédit. C'est une très, très bonne chose pour notre pays. Paul-Arnaud Deguenon, nous irons à présent hors de nos frontières pour parler de ce coup de théâtre que nous vivons depuis quelques jours au Sénégal. Diomaye Faye a officiellement éjecté Ousmane Sonko de l'appareil exécutif. Le duo s'est finalement transformé en duel. Est-ce qu'il y a des chances que ces deux hommes se remettent ensemble? Alors, le cas Sénégal, je pense que c'est quelque chose qui va rester vraiment dans les annales. Parce que nous avons vu comment le président Diomaye Faye est allé au pouvoir. Aujourd'hui, nous le reconnaissons tous que si il est président aujourd'hui, c'est un peu grâce à Sonko. Et il y avait eu les prémices. Parce que dans le fond, qu'est-ce que Sonko reproche fondamentalement à Diomaye Faye? C'est de pouvoir dire, c'est de pouvoir respecter les bases, les principes du parti, lesquels c'est la réforme du franc CFA, la réforme ou bien les injonctions du FMI. Et donc, ce sont là ce sur quoi le parti a fait campagne. Diomaye aujourd'hui président, je ne sais pas si c'est à l'épreuve du pouvoir, mais tente aujourd'hui de construire, lui, sa propre perspective. Et c'est ça qui fait que Sonko aujourd'hui n'est pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Alors, si aujourd'hui on en arrive à ce que finalement Diomaye décide donc de limoger Sonko, on a déjà vu les premiers. Vous rappelez que lors du meeting de Mou, le président a tenté ou a plutôt débauché le maire de Mou. Ouais. Et finalement, on a vu que ça a été un raté monumental pour le président. Et puis, pour finir, le président Sonko, qui va à l'Assemblée et qui tient des propos, genre, vous ne pouvez pas confondre votre président de la République parce qu'après tout, vous êtes, quand vous êtes Premier ministre, mais vous travaillez quand même pour le président de la République. Et vous ne pouvez pas confondre de façon publique comme ça le président de la République. Et je pense, cette fois-ci, je pense que le président Diomaye a décidé de montrer que le pouvoir, c'est lui qui le détient et il faut donc qu'il exerce. Donc, je ne le vois pas très rapidement. Oui, mais c'est quand même lui qui a été élu, même si on reconnaît que Sonko est le faiseur de roi, ou plutôt, Diomaye Faye aurait peut-être utilisé l'aura de Sonko pour être aujourd'hui à sa juste place. On retient que de façon institutionnelle et sur le plan constitutionnel, c'est Diomaye Faye qui est élu président de la République et le seul à devoir répondre devant le peuple sénégalais. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre un peu ceux-là qui critiquent aujourd'hui le président Sonko d'avoir poussé un peu, en quelque sorte, le président Diomaye à bout. Maintenant, après, on peut, vous savez, comparaison n'est pas raison. Et quand vous voyez un peu le peuple sénégalais, c'est un peu particulier, qui a un certain ancrage démocratique. La preuve, vous avez vu que si ça se passait, quand on prenait le meeting de Mbou, quand vous voyez chez nous, au Bénin, quand le président sort, que vous l'aimez ou pas, mais la population sort. Mais là, le président décide de faire un meeting et c'est comme si la population a boycotté ce meeting-là. Voilà, donc, c'est le signal donc, que le peuple sénégalais n'est pas un peu différent un peu de nos peuples en Afrique. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites également que le président Sonko, qu'on le veuille ou non, est quand même toujours très puissant. Parce que juste après son limogeage, voyez un peu toute la troupe qui s'est amassée le soir là même au niveau de son domicile. Oui, mais attention, il y a une comparaison n'est pas raison. Vous vous souvenez ici en République du Bénin, on a vu une impressionnante foule à la base du Parti Les Démocrates. Mais après les élections, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On sait que les peuples ne s'équivalent pas. Il y a aussi le militantisme à un niveau, le degré de militantisme. Mais est-ce que la foule
est en même temps résultat de ce que nous aurons exactement le même résultat. Parce qu'il y a aussi les législatives qui viennent très bientôt. Et quel avenir pour le Sénégal, justement, avec les élections législatives qui approchent dans un climat où la mouvance est maintenant divisée, tandis que l'opposition se reconstruit et se consolide. Quel avenir pour le Sénégal? Non, je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas quand même que les législatives dernières, c'est le président Sonko qui a conduit la liste. Et les résultats sont là. Ce qui veut dire donc que le président Sonko, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un de la rue, mais quand il parle, la rue l'écoute. Et ça se traduit donc finalement pas au niveau du scrutin, au niveau donc du vote. C'est indéniable. C'est une vraie force politique. Et malheureusement, moi, je vois finalement le président Diomaye être un peu affaibli donc par ce qui se passe. Parce que, comme vous l'avez dit, l'opposition se reconstruit, mais elle se reconstruit par rapport à qui? Par rapport à Sonko. Elle ne se reconstruit pas autour de Diomaye. Vous voyez donc, je vois plutôt Diomaye un peu s'affaiblir. Et d'ailleurs, quand vous voyez un peu donc, les nominations qu'il est en train de faire actuellement, il est en train donc d'appeler les anciens de l'ancien régime, ceux-là donc que la population a sanctionnés, parce qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte Diomaye est venu au pouvoir. Vous voyez donc, aujourd'hui, il est obligé de se tourner donc ceux-là que la population a rejetés pour pouvoir se faire une base politique. Et j'ai peur vraiment que lors des élections, qu'il soit sévèrement sanctionné, sévèrement puni donc par le peuple sénégalais. Merci à vous, Paul Arnaud Deguenon. Merci pour cette précision. Merci pour l'invitation. Merci également aux téléspectateurs et surtout, bonne fête à tout le monde. Merci. Bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, nous ouvrons maintenant la dernière ligne droite de cette émission, l'artiste de la semaine. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Au Bénin, entreprendre, c'est oser. Mais franchir un cap, c'est un défi. Avec RISE, une initiative du gouvernement du Bénin, portée par le ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes accompagné pour structurer, développer et accélérer votre entreprise. Déjà plus de 80 entreprises béninoises ont franchi un cap. Un accompagnement sur mesure, des experts à vos côtés et un appui financier pour aller plus loin. Et si c'était votre tour? Candidatez dès maintenant, avant le 7 juin 2026, sur www.rise2.bj. RISE, accélérer la croissance des entreprises béninoises. RISE est un programme du gouvernement du Bénin, mis en œuvre par l'Agence de développement de Sémécity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Au Bénin, entreprendre, c'est oser. Mais franchir un cap, c'est un défi. Avec RISE, une initiative du gouvernement du Bénin, portée par le ministère de l'Économie et des Finances, vous êtes accompagné pour structurer, développer et accélérer votre entreprise. Déjà plus de 80 entreprises béninoises ont franchi un cap. Un accompagnement sur mesure, des experts à vos côtés et un appui financier pour aller plus loin. Et si c'était votre tour? Candidatez dès maintenant, avant le 7 juin 2026, sur www.rise2.bj. RISE, accélérer la croissance des entreprises béninoises. RISE est un programme du gouvernement du Bénin, mis en œuvre par l'Agence de développement de Sémécity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, il y a des artistes qui occupent l'espace et il y en a ceux qui traversent le temps. Notre artiste invité de ce dimanche appartient à cette rare lignée de créateurs dont les pas font vibrer l'identité culturelle de toute une région.
Ancien pilier du prestigieux ballet national du Bénin, Abdon Frank Zosongo, alias Pape Seliko, est bien plus qu'un danseur. C'est un architecte du mouvement des scènes mythiques de Podium Vacances à la fin des années 90 jusqu'au plus grand festival de l'Afrique de l'Ouest. Il a imposé sa signature. Irène Tassembedo, Richard Dossou, Moussa Traoré, les maîtres de la danse contemporaine et traditionnelle sous-régionale ont vu en lui un corps d'exception et une agilité hors du commun. Dans l'écosystème musical béninois, son empreinte est tout simplement incontournable. Si vous avez vibré sur les rythmes et les clips des artistes les plus populaires du Bénin, c'est parce que Abdon Frank a su traduire leur mélodie en gestes de scène. Il est le père de mouvements iconiques gravés dans notre mémoire collective. Vous vous souvenez de ces mouvements, le Zekele, le Adjato, pour ne pas trop en citer. Mais sa plus belle chorégraphie se joue aujourd'hui hors des projecteurs, à Kokokodji, dans la commune d'Abomey-Calavi, à travers sa structure baptisée École des Racines. Cet éveilleur de talent transmet le flambeau aux nouvelles générations pour que notre patrimoine reste vivant, fier et debout. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un gardien de nos rythmes, mais surtout un authentique passeur de mémoire. Voici Pape Seliko dans l'un des clips de Belmont Z, juste un extrait que nous allons suivre rapidement pour planter le décor. Abdon Frank Zosongo, il est déjà bien installé sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. En 1998, vous étiez le roi de Podium Vacances. Aujourd'hui, vous êtes un passeur de mémoire. Vous transmettez justement ce savoir important. Qu'est-ce qui a changé en 25 ans de carrière? Bon, aujourd'hui, je remercie Dieu, je remercie mes ancêtres et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans l'art. J'avais commencé tout doucement avec mon frère Gilles Dadi au lycée Koulibaly en 1997. Gilles Dadi. Gilles Dadi. Vous parlez bien de Gilles Das Lantokpodé? Gilles Das Lantokpodé. Ah d'accord. Avant là, moi je dansais dans les boîtes de nuit. Si j'attends concours de danse dans les boîtes de nuit, moi je participe. Et je suis toujours premier ou deuxième. Et je remporte les trophées comme ça. Oui. Et en 1998, on a pris concours pour des vacances. Et c'est comme ça que j'ai amené le groupe Azaro. Et j'ai formé les enfants de Martin Luther King. Oui. J'avais amené à Poudre Vacances en 1998. On était deuxième. Et ainsi de suite, 99. Chaque année, je participe au concours Poudre Vacances. Jusqu'en 2010, moi-même, j'ai dit, maintenant, là, il faut que je me fasse à ça. Et je cherche encore d'autres opportunités. Donc, c'est dans Poudre Vacances, Elsa Ressoul m'a rencontré en disant, la manière dont tu danses, tu peux participer au concours Ballet National. Donc, c'est comme ça que j'ai participé au concours Ballet National en 2006. Et je suis venu au Ballet National. Et j'ai fait au moins 9 ans au Ballet National.
jusqu'à 2014-2015. J'ai abandonné le ballet. Et je dis pourquoi pas aujourd'hui ne pas aider la nouvelle génération à bien comprendre les pas de base de chaque danse. De chez nous, surtout. Aujourd'hui, je suis un danseur professionnel polyvalent. Je fais toutes les danses traditionnelles, y compris les danses du salon, la salsa, merengue, bachata, kuduro. N'importe quel style de danse que tu veux, hip-hop. C'est moi qui avais commencé avec le groupe ADS, hip-hop Kankpe. Je me rappelais en 1998 au CCF. C'est moi qui étais le premier danseur qui a dansé sur un son de Cisco Dance, za, 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 za. Aujourd'hui, maintenant. Et en ce moment-là, lorsqu'on faisait ça, on nous traitait de délinquants, on nous traitait de tout. On nous traitait de voyous parce que moi-même, j'avais fait rasta sur la tête. Je portais les boucles d'oreilles. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bon, ce qu'on trouve dedans, on ne gagne pas l'argent, mais on gagne même. Excusez-moi, les belles goûts. Gagne les belles goûts. Oui. On vous définit souvent comme un homme qui danse pour que la mémoire ne meure pas. Est-ce que notre mémoire chorégraphique est vraiment en danger de mort? Aujourd'hui, la danse réveille l'esprit des enfants, réveille l'esprit des gens. Et puis, je suis professeur dans plusieurs écoles, ça fait 29 ans cette année. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne parlent pas et à cause de la danse, j'ai des preuves à l'école Sainte-Famille, excusez-moi, j'ai des élèves qui ne parlent pas, qui sont des handicapés, mais aujourd'hui, grâce à la musique, l'enfant danse et il écoute la musique, connaît le temps. Donc ça réveille l'esprit des enfants qui n'aiment. L'enfant qui n'apprend pas les leçons, qui ne garde pas les leçons, lorsqu'il va commencer par faire la danse et commencer par respecter les chorégraphies, vous allez voir que l'enfant va commencer par... Ah, c'est pas souvent comme ça avec certains parents. Hein. Chez certains parents, quand tu n'apprends pas tes leçons et que tu te mets à danser de l'autre côté, vous connaissez les mamans africaines, va prendre ton cahier rapidement. Je pense que c'est souvent ça. Hein. Oh, j'ai traversé ça là. J'ai traversé ça. Et c'est à cause de ça, moi-même, j'ai abandonné l'école en 1996-97 parce que j'aime trop la danse. Et mon papa a dit non, mon fils. Je lui ai dit papa, je vais danser. J'imaginais le premier jour je veux voyager en Chine en 2010. Lorsqu'ils ont appris que je veux voyager, mais les gens... Grâce à la danse. Grâce à la danse. Ballet national du Bénin. J'ai fait au moins 9 ans, donc à cause de la danse, chaque année je voyage. Et j'ai fait au moins 6 ans de voyage. Je suis parti en Hollande, Espagne, Belgique, la Suisse et en Chine, grâce au ballet national, grâce à la danse. Mais aujourd'hui, la danse peut permettre à un être humain de nourrir sa famille. Aujourd'hui, à cause de la danse, moi-même, je vis heureux et je continue toujours de donner les cours de danse. Je suis professeur dans plusieurs écoles. Aujourd'hui, maintenant, à la danse, c'est ça les gens insèrent dans les écoles pour aider les enfants à se retrouver au moins dans leur activité qui va leur permettre de s'épanouir. Ouais. Vous avez partagé la scène avec de grands chorégraphes comme Irène Tassamedo. Voilà. Qu'avez-vous appris à leur côté? Il y a d'autres également, hein, dont j'ai cité les noms peut-être tout à l'heure dans mon introduction. Et qu'est-ce que vous avez appris à leur côté et que vous appliquez aujourd'hui, surtout quand vous formez des enfants et même j'ai remarqué que vous formez aussi des adultes qui veulent apprendre certains pas de danse? Avec Irène Tassamedo, si on peut encore rencontrer une dame comme ça, au moins 3 à 4 dames comme ça dans le monde entier, vous allez voir que la danse c'est autre chose. Elle a de rigueur. Ce que j'aime le plus, c'est ça que j'ai trouvé en elle. On ne parle pas beaucoup, mais on travaille beaucoup. C'est ça. Si tu prends pause, c'est pause de 10 minutes. Mais si on dit, ça y est, on veut danser, et c'est ça là qui nous tue, excusez-moi, souvent dans notre pays, le Bénin, nous on attend d'abord le contrat avant d'aller faire les répétitions. Non, tu dois travailler, avoir des accessoires de la danse et être prêt avant de chercher des contrats. Et puis au Bénin, nous, on attend d'abord les contrats avant de travailler. Non. Oh, elle m'a encore donné un de plus par son attitude, ses caractères, son comportement. Et elle a de rigueur. Elle ne parle pas beaucoup, elle travaille beaucoup. Oui. Elle est une vieille mère, mais si elle-même se lève, elle danse. Et ça là, je suis toujours comme ça avec les enfants. Je ne suis pas un professeur qui donne les cours et je vais rester debout et dire, allez, fais-moi ça. Non, moi-même je vais danser pour montrer à l'enfant comment ça se passe au niveau de chaque corps. Quel mouvement tu peux faire pour te retrouver dans la danse. Comment ça se passe dans l'organisme. Et je décompose ça, ainsi de suite. Donc j'ai appris beaucoup de choses chez elle, au moins en 2 ans.
Oui. C'est vrai que nous allons voir tout à l'heure, nous avons pu glaner quelques images très rapidement sur votre formation, sur les formations que vous donnez aux enfants et aux adultes aussi. Mais avant de revenir sur ces images-là, vous avez ouvert un centre à Kokokodji. Pourquoi ce choix d'investir votre propre argent dans la transmission? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vois que le monde, notre nouvelle génération perd leur chemin. Et leur objectif, c'est d'aller regarder les YouTube, TikTok, et ce que on fait dans d'autres pays, c'est cette danse-là qu'ils recopient, eux-mêmes disent, moi-même je sais danser. Alors qu'ils ne maîtrisent pas les danses réelles de leur pays. Donc, comme moi, je suis un danseur professionnel, mon objectif, c'est d'orienter les enfants d'aujourd'hui à bien comprendre leur danse traditionnelle. D'abord, avant de rentrer dans d'autres danses. C'est dans cette initiative, je vous dis, mais dans le quartier, il n'y a pas d'activité. Pourquoi pas ne pas faire social et commencer par regrouper les enfants pour les soutenir dans la danse? C'est comme ça, j'ai commencé, ça fait 7 ans. Cette année, j'ai commencé et aujourd'hui, maintenant, les gens quittent partout pour venir inscrire leurs enfants. Et je suis toujours dans... Il y a des parents souvent qui viennent inscrire leurs enfants, oui, c'est ça? Maintenant, ils ont commencé, d'autres quittent à Gla, à Troupokodi, Commun, les gens quittent Bouida, Wome. Aujourd'hui, j'ai même les Ibo, les Nigérians qui sont... Ah bon? Oui, au moins 4. Ils sont avec moi maintenant, ça fait 4 ans. Le maman les a inscrits chaque année. Et ils font souvent quelle danse? Ce sont des danses traditionnelles de chez nous ou des danses modernes? Toutes les danses traditionnelles. Si tu viens chez moi, tu dois faire la danse traditionnelle forcée. C'est là où se trouve le secret. D'accord. Si tu maîtrises bien la danse traditionnelle, si on amène n'importe quelle danse dedans, tu vas retrouver les pas de la danse traditionnelle dans le mouvement moderne. D'accord. Et les gens nous copient, ils prennent nos danses. Je vais vous donner un exemple. La danse Bessé qu'on dansait, c'est une danse traditionnelle Tipenti. Bessé. Oui, que nous avons connu avec les Nigériens. Puis oui. Donc c'est une autre transformation du Tipenti. Oui, de Tipenti. Tipenti qui est de la Takora. Oui, de la Takora, on sort le pied. Tipenti aussi, on sort le pied. Et si vous regardez, c'est copier-coller. Même c'est nous qu'on dansait. C'est ça qui est la nouvelle danse qu'on appelle Moploli. C'est une danse traditionnelle. Si tu sais danser, c'est nous, une danse du Nord. Si tu sais danser ça rapidement, tu vas faire toutes les danses. Waouh. Donc aujourd'hui, même la danse traditionnelle, si vous regardez très bien, ça se retrouve dans la musique moderne. C'est ça. L'enfant qui maîtrise correctement la danse traditionnelle, si on amène n'importe quelle danse devant cet enfant, vous n'allez pas regretter, il va vous montrer beaucoup de choses. C'est vrai que nous avons eu quelques images très rapidement sur des images amateurs, nous le précisons à nos téléspectateurs, mais sur des images d'entraînement. Et sur ces images, nous avons vu des enfants, nous avons vu des adultes, nous avons même vu des étrangers sur ces plateaux, sur ces tableaux-là, qui dansaient à notre rythme, sur nos rythmes traditionnels. Ce sont des images assez épatantes. Je vous laisse rapidement suivre, chacun fait sa religion sur ces images. Ça y est, regardez, je sens qu'elle vient. Regardez le pied gauche, lui fait quoi? Regardez. En pivotant sur le pied gauche, voilà. Le pied droit que j'ai déposé devant, c'est ça, je soulève et je tourne. Le pied gauche, c'est comme aigu du corps. Et lui tourne sur. Vous avez compris? On peut essayer. Regardez, je vois comme ça. C'est calme qui est devant. Main gauche. C'est un peu comme la Jenga. Vous avez compris? On revient. Top go. Tchac. Tchac. C'est bon? Oui. On peut essayer encore? Oui. Top go. Encore top go. C'est bon? Oui. On reprend ceci. On me fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après, je fais, je marque, je tourne, je saute. Tchac. C'est bon? Oui.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los cristales al marchar. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, que su dolor de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Voilà le professeur Pape Séliko que vous voyez est en train de former des enfants et même des adultes. Dites-moi, est-ce que c'est difficile d'apprendre à danser? Non, ce n'est pas difficile. La danse c'est un jeu. Ah oui. Toute personne qui marche peut danser. La danse, on coordonne les pas. La marche, on ne coordonne pas. Chacun marche à sa manière. Mais dans la danse, si on te dit, le pied droit va faire deux mouvements, on va te montrer dans quelle position tu vas poser le pied. Et faire ces deux mouvements. Et tout le monde peut danser. Toute personne qui a le pied et le bras et qui marche avec Pape Séliko, il va danser facilement. Chez moi, c'est un jeu. C'est vrai, on dit que certaines personnes sont nées avec cette grâce de danser, mais d'autres personnes n'arrivent véritablement pas à le faire. Est-ce que c'est parce que ces personnes sont limitées ou c'est parce qu'elles ne peuvent pas du tout le faire? Non, c'est eux-mêmes qui sont limités. Ils n'ont pas envie. Sinon, dans la danse, vouloir, c'est pouvoir. La personne qui me dit Suède, bon, j'ai un exemple maintenant. Un vieux m'a appelé sur TikTok, il m'a vu mes coups sur TikTok, il a dit, j'ai ma femme, mais elle ne sait pas danser, ça fait 25 ans. Je lui ai dit de me donner un mois, elle va danser. Aujourd'hui, la dame danse correctement la salsa avec son mari, oui. Wow. Je ne veux pas appeler le nom, mais elle danse correctement. 2 semaines de séance. Il suffit seulement de tracer. Je vais tracer ça au sol avec des craies et je vais lui dire de poser les pieds dedans rapidement. Elle arrive à le faire maintenant. Elle danse correctement avec son mari. Maintenant, c'est elle-même qui demande à son mari, on va sortir, non? Ah oui. Eh oui, et le week-end soir, là, on fait les lives, ils m'invitent, je les accompagne. Ouais. Et on sort pour aller danser la salsa, là, on joue la salsa les week-ends. Parlez-nous aujourd'hui de l'école des racines. Comment faites-vous? Comment fait-on alors pour intéresser une jeunesse scotchée aux écrans, vous l'avez dit tout à l'heure, aux réseaux sociaux, à la danse de nos ancêtres? Et par rapport au centre Les Grands Sacrés, là où je suis, mon objectif, pour mieux s'expliquer, tout le monde peut faire les danses traditionnelles. La danse traditionnelle, c'est la danse de nos ancêtres, qu'on doit garder ça auprès de nous, qu'on doit permettre aux enfants de se retrouver dans le danse patrimoine. C'est à cause de ça que je suis encore venu sur TikTok pour décomposer les danses sur TikTok. Et aujourd'hui, maintenant, les gens m'appellent en disant « Je veux apprendre la danse zéni, je veux apprendre telle danse. Mes enfants ne savent pas danser. » D'autres m'appellent depuis la France en disant « Je vais rentrer en juillet. Et tu vas venir chez nous à Lomé. » Nous formons à Lomé, je dis « Donc, beaucoup de personnes ont besoin de ça, mais ils n'ont pas eu l'occasion de me rencontrer. Ou bien de rencontrer un coach comme ça. Aujourd'hui, il y a des coachs, ils ne savent même pas comment danser, mais lorsqu'ils copient un peu ce qu'ils voient à la télé, c'est eux qui ont des centres et ils parlent qu'ils sont des... Non. Au moins, il faut faire des recherches. Moi, j'ai encore fait des recherches avec plusieurs chorégraphes internationales, comme Francesca, italienne, Francesca Freifoss. C'est eux qui m'ont encore donné d'autres stratégies par rapport à ce que je fais. Et aujourd'hui, pour former quelqu'un dans la danse, c'est facile. Ouais. On sait que vous ne formez pas seulement au Bénin, vous avez également des étudiants ou un centre au Togo, je crois. Oui, Festival Miandenou. Et c'est un Togolais qui vit à Hollande, qui a vu mes trucs, comment je donne les cours, c'est comme ça, il m'a contacté, on l'appelle Togbe Aguida le King, et il avait commencé son festival depuis, mais il y a de cela 2 ans, c'est moi qui suis le coach béninois qui forme les gens à Lomé. Et on fait ça à Pessi. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer un grand centre, et je vais diriger le centre. Je vais diriger le centre d'ici l'autre année, c'est presque terminé. Et moi-même, si je vais à Lomé, c'est presque terminé, je vais démarrer les coups là-bas. En septembre, en juillet, maintenant, je suis encore à Lomé et d'autres Françaises veulent me rencontrer, donc je vais là-bas pour leur donner des coups pour 3 semaines.
Ouais. Quel est le prochain défi de Pape Séliko, la prochaine bataille de ce combat? On sait que vous avez fait de la danse votre idéal et aujourd'hui vous êtes dans la transmission des rythmes nationaux, des rythmes locaux aux enfants. Quelle est votre prochaine bataille de ce combat? C'est de faire tout possible pour commencer par... Moi, je veux aider le monde entier sur ça. À chaque fois, je veux préciser. Mon objectif, je peux trouver des gens qui peuvent nous soutenir dans mon activité là. Parce que je suis en train de faire, ce que moi je suis en train de faire à Cocoy, c'est social. C'est moi-même qui sors mon argent, qui fait mes trucs sans le soutien de personne. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens ont commencé par participer à ça. Mais si le peuple peut nous trouver, ou bien le gouvernement, moi, je vais faire le balai national, mais personne ne m'a jamais aidé. C'est moi-même qui fais mes propres trucs avec mes propres sous. C'est ça. Donc, je n'ai pas de soutien, mais je veux que tout le monde nous soutienne dans notre festival. Donc, j'ai commencé le festival, je suis obligé. J'ai commencé le festival des aides du mouvement l'année passée. Et j'ai demandé des aides, mais personne, mais Centre culturel chinois ne m'a jamais vu. Mais là, j'ai laissé une demande, ils m'ont accepté, ils m'ont donné l'espace. J'ai fait le festival l'année passée au Centre culturel chinois. Et les enfants ont fait un spectacle d'une heure de temps, les gens ont crié. Wow. Les gens disent ça, je ne croyais pas. Et donc cette année aussi, on n'a pas encore trouvé de sponsor, mais on a programmé pour le 11 juillet à Cocody pour partager l'expérience, tout ce qu'ils ont appris en 10 mois, parce que j'ai créé sous forme un centre, un genre école, je ne peux pas dire école, mais c'est un centre social. Et en juillet, tout ce qu'ils ont appris en 10 mois maintenant, ils vont mettre ça à l'œuvre pour que tout le monde, leurs parents, puissent venir assister à ce que à la formation que les enfants ont suivie. Et dans ça, tout le monde voit le résultat. Oui, et là, je fais des petits tests pour leur soutenir en disant, voilà, ça, c'est... ce que j'ai à vous donner, partout où vous allez passer, si vous dites, au moins j'ai suivi la formation chez Pape Séliko, vous pouvez montrer des preuves et j'ai fait des petites attestations pour partager ça aux enfants. C'est vraiment noble cette mission. Merci à vous, Pape Séliko. Un message à l'endroit des autres artistes et des autorités. Est-ce que vous avez un message à lancer très rapidement? Merci beaucoup. Oui. Par exemple, par rapport aux artistes chanteurs, souvent au Bénin, vous ne nous donnez pas trop d'opportunités. C'est comme si nous ne sommes pas des artistes danseurs. C'est eux qui sont... J'ai fait l'accident avec Belmont Z. J'ai fait tonneau avec les artistes sur la voie de Porte-Novo. Mais depuis ce jour-là jusqu'à présent, personne ne sait même pas comment je vis ma vie. Mais les artistes chanteurs, on les a aidés, on les a donné de l'argent. Mais moi, non. Parce que quoi? Je suis un danseur. Alors que moi-même, je suis artiste. Je suis monté sur la scène. Donc, par rapport aux nouveaux artistes, ils ne cherchent pas à chercher un chorégraphe qui maîtrise correctement les pas de danse. Par exemple, à Vaudoué, j'ai vu des exemples, ils sont en train de jouer un autre son, mais les danseurs font d'autres mouvements en disant qu'ils sont en train de faire. Par exemple, l'exemple de Kissomba, les Béninois qui ont chanté, mais ils n'ont pas cherché un chorégraphe qui va corriger correctement, parce que pour faire sortir de l'argent, ils vont dire, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais pas au gouvernement, on a besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre soutien, et on a besoin de votre soutien financièrement pour pouvoir développer notre culture au Bénin. Aujourd'hui, c'est notre culture. Les gens quittent partout pour venir apprendre nos danses. Pourquoi pas nous-mêmes, on va abandonner pour aller s'occuper de la danse contemporaine, la danse que les Blancs nous ont insisté. Et à chaque fois, c'est pour eux parce qu'il y a l'argent dedans. Et notre culture aussi, il y a l'argent dedans. Notre culture danse traditionnelle, il y a l'argent dedans. La manière dont tu développes, c'est ça qui va te donner des bénéfices. C'est clair. Merci à vous, Pape Séliko, et je vous souhaite plus de soutien dans cette noble mission que vous vous êtes donnée et surtout du courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette émission. Disons plutôt c'est la fin de cette émission. Bonne soirée à chacun et à tous. C'était un plaisir de rester en votre compagnie. Bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien.